Bien, bonsoir à toutes et tous, chers collègues. Bienvenue aux personnes qui nous suivent à distance et bienvenue également aux nos deux représentantes de la presse locale. Donc le quorum étant grâce à Geoffroy atteint, merci Geoffroy. Donc nous allons pouvoir ouvrir la séance. Donc Fabienne Leroux va nous rejoindre en cours de séance. Elle est sur la route là actuellement. Je dois donc vous donner lecture d'un nombre important de pouvoirs, pour le coup. Patrick Maros donne pouvoir à Patrick Dubois, Alain Buffetril donne pouvoir à Raphaël Tracol, Fabienne Delay donne pouvoir à Jackie Bertrand, Jean-Michel Godet m'a donné son pouvoir, Catherine Lazzarotti a donné son pouvoir à Lydia Potos, Christophe Gérard a donné son pouvoir à Géraldine Roche. Christine Vasse a donné son pouvoir à Jean-Pierre Payette. Delphine Réjas a donné son pouvoir à Muriel Duny. Éric Didier a donné son pouvoir à Alain Adam. Aurélie Hamel a donné son pouvoir à Claire Orlaville. Et Nelly Fleury a donné son pouvoir à Sylvie Champ. Que de pouvoir, que de pouvoir. Il nous faut désigner le ou la secrétaire de séance. Donc Aurélie, merci Géraldine d'avoir si spontanément levé le bras et donc tu es désignée à l'unanimité des présents. Donc je vais vous proposer de commencer l'étude de notre ordre du jour, donc notamment en commençant par l'approbation du compte-rendu du précédent conseil municipal. Donc, est-ce qu'il y a des observations, des demandes de suggestions, de modifications? Donc, on considère ce procès-verbal adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. Donc, on va pouvoir analyser le compte-rendu, le projet d'ordre du jour de notre conseil municipal. Donc, en commençant par les points d'administration générale, en plus un point évidemment important, mais pas plus que les autres, les finances. Ensuite, un point sur les ressources humaines, et puis nous terminerons par l'urbanisme. Alors, donc, sur ce qui concerne l'administration générale, donc il s'agit de vous proposer de renouveler l'autorisation de signature de la convention de partenariat et d'aide aux démarches en ligne, donc ADEL, qui se déroule dorénavant dans les locaux du centre socioculturel Adage. Tu veux donner quelques précisions, Lydia? En espérant que le micro fonctionne. Oui, bonsoir à tous. Donc, effectivement, nous avons mis en place une aide aux démarches en ligne depuis octobre 2022 à la suite du constat à la fois des difficultés qu'éprouvait une partie de la population et on l'a constaté en particulier pendant les vaccinations où les gens n'arrivaient pas à se connecter à Doctolib. Donc, nous avons décidé de mettre en place une aide aux démarches en ligne qui fonctionne depuis octobre 2022 et qui maintenant effectivement est passé de la cour d'Ivrande et passé aux locaux de centre socioculturel. Nous avons eu d'octobre à décembre 2022 sur 18 permanences, nous avons eu 14 visites. Ce sont essentiellement des seniors de plus de 70 ans, voire de plus de 75 ans qui viennent à 95%. De janvier à décembre 2023, donc cette année civile, nous aurons en tout jusqu'à la fin de l'année 59 permanences et nous avons déjà eu 40 visites et il y a une accélération depuis le mois d'octobre, à savoir que désormais il y a des visites tous les jours, à chaque permanence, le mardi et le jeudi. Et là, nous allons avoir un renouvellement de convention pour 2024, sachant que nous avons reçu une subvention de la conférence des financeurs pour cette action qui couvre l'intégralité des frais engendrés par le partenariat avec l'association EG. Donc voilà, donc c'est cette convention que dont nous sollicitons l'autorisation de signature. Est-ce qu'il y a des questions sur le sujet?
Donc, c'est effectivement pouvoir aider les personnes dans la numérisation de la société qui, très souvent, se rapproche de la déshumanisation. Et donc, l'intérêt, c'est justement qu'on puisse permettre au moins aux personnes qui sont moins à l'aise avec cette numérisation de pouvoir s'en sortir et d'avoir un appui, en tous les cas, si elles bloquent sur un sujet quelconque. Alors, je vais vous proposer... Oui, vas-y. C'est ouvert à n'importe quel âge, n'importe quelle personne, ou c'est vraiment que spécifique senior? C'est une demande pour toi, Geoffroy. Alors, c'est ouvert essentiellement aux seniors, puisque de toute façon, comme je l'ai dit, c'est 95% de notre public spontané. Mais évidemment, on peut recevoir des personnes qui ne sont pas seniors. Mais majoritairement, c'est les seniors. Ok, et du coup, c'est juste des accès Internet pour des petites manips, ou ça va jusqu'à l'utilisation de fichiers type Word, type Excel et tout ça? Non, ça, les utilisations de logiciels de bureautique, par exemple, c'est plutôt les ateliers de l'ADAGE qui font ça. Là, ce qui est là, c'est vraiment une aide aux démarches en ligne, pas forcément des démarches administratives d'ailleurs, mais c'est l'aide aux démarches en ligne ou le déblocage face aux outils. Je vais envoyer en mail avec mon SMS. Ben non, madame, ça ne va pas être possible. Voilà. Ok, merci. Et du coup, les deux sont complémentaires. Si tu es intéressé, tu peux t'inscrire dans les deux, mon cher Geoffroy, il n'y a pas de problème. Enfin, en tous les cas, c'est important pour les personnes qui en bénéficient et c'est bien que EG nous offre ce service et que donc nous ayons le financement par la conférence des financeurs comme l'année précédente. Donc, je vais vous proposer de voter, de m'autoriser à signer la convention entre l'association EG et la commune relative aux modalités de fonctionnement et de financement donc de ce partenariat, de m'autoriser à payer la prestation sur facture, sachant que chaque permanence sera facturée à hauteur de 40 € net, et de dire que les crédits sont prévus au budget. Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Eh bien, merci pour tous ceux, jeunes ou moins jeunes, qui en bénéficieront. Ensuite, donc, autorisation de demande de subvention. Alors, DETR Décile, je vais vous proposer d'y ajouter le fonds vert parce qu'on peut éventuellement, sur ce chantier de Tailleville, aller demander au moins la possibilité de participer sur le fonds vert, en tous les cas sur une des enveloppes du fonds vert qui est liée à la lutte contre les risques d'inondation et une partie importante des travaux que nous faisons sur Tailleville. D'ailleurs, les travaux de la traversée de Tailleville concernaient aussi ce sujet. Concerne le sujet des inondations potentielles sur Tailleville et donc du traitement pluvial donc, qui va être réalisé sur les deux branches d'ailleurs des travaux que nous allons vous proposer, que nous avons décidé d'ailleurs de lancer. Donc du coup je vous propose d'ajouter le fonds vert en plus de la DETR Décile qui elle peut intervenir sur toute la partie plutôt mobilité douce et le fonds vert pouvant intervenir sur la partie lutte contre les inondations. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Là, il s'agit d'aller chercher des subventions. Donc, c'est forcément positif. Ça ne veut pas dire qu'on les obtiendra, mais si on ne les demande pas, on ne risque pas de toute façon de les obtenir. Donc, je vais vous proposer donc d'approuver les travaux de réfection et de réaménagement de la route de Tailleville sur les parties RD 219 nord et sud, donc vers Saint-Aubin et vers Bény. De m'autoriser à déposer une demande de subvention DETR Décile et fonds vert donc pour des travaux sur un montant total de 250 792 € hors taxe. Donc évidemment dans chaque cas au taux le plus large possible et de dire que les crédits nécessaires sont prévus au budget. Est-ce qu'il y a des votes contre, des abstentions? Eh bien merci pour les finances de la commune, puisque si on obtient ces deux subventions, ça viendra même ajouter des capacités de financement pour le budget supplémentaire que nous aurons ensuite. Ensuite, donc, il s'agit pour ces mêmes travaux, puisque donc, ce sont des travaux qui vont être à la fois rénovation de voirie pluviale, voirie douce, mais aussi donc, sécurisation générale donc, de la circulation et des piétons notamment. Donc de demander une amende de police donc, qui est versée par le conseil départemental sur tous les travaux de sécurité là, cette fois.
Donc le cumul, si on obtenait le cumul des trois, ça nous permettrait d'avoir un cofinancement satisfaisant, en tous les cas, sur ces travaux. Donc je vous propose de décider de réaliser les travaux pour un montant prévisionnel, c'est le même que tout à l'heure, 250 792 € hors taxe évidemment, de nous engager à réaliser ces travaux sur l'année 2024 et les inscrire au budget en section d'investissement, ça c'est nécessaire pour la prise de décision du conseil départemental, et de m'autoriser à solliciter une subvention auprès du conseil départemental au titre de la répartition du produit des amendes de police pour l'opération susvisée à hauteur de 40% du montant des travaux, montant plafonné à 100 000 €, soit 40 000 €. Chaque fois qu'on a eu des amendes de police, c'était pour une somme de 40 000 €, puisqu'on est toujours au plafond de toute façon des dépenses. Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Je vous remercie. Et puis donc, pour la Froidrue, qui va enchaîner les travaux de Tailleville, puisque ce sont les premiers travaux qui seront débutés en février probablement 2024. Froidrue sera débuté au printemps 2024. Oui, Tailleville en premier et Froidrue en second. Donc, du coup, on va vous proposer de demander une subvention au titre de la DETR DECIL, là, sur la partie voirie douce, sur la Froidrue. Donc sur un montant global de travaux estimé à 331 117 € hors taxe, sachant que ces derniers temps, sur les chantiers de VRD, on a plutôt des bonnes nouvelles visiblement dans les appels d'offres qui sont faits. Si je me réfère par exemple à la première partie de la piste cyclable qui va longer la 404, on était quand même 25% en dessous du prix d'objectif. Donc les choses sont en train de se retourner un tout petit peu dans notre sens. Est-ce qu'il y a des questions sur ce dossier? Donc je vous propose d'approuver les travaux de réaménagement de la Froidrue et de la voie romaine pour un montant estimatif de 331 117 € hors taxe, de m'autoriser à déposer une demande de subvention DETR DECIL pour des travaux sur un montant de 331 117 € hors taxe au taux le plus large possible. On peut peut-être essayer le fonds vert aussi, puisque c'est aussi des travaux qui sont susceptibles de nous aider à faire en sorte de lutter contre les problématiques de bassin versant qui sont rencontrées dans cette rue à certains moments. Donc je vous propose d'ajouter du coup le fonds vert au DETR DECIL pour des sujets différents et complémentaires, donc sur des travaux donc toujours de 331 117 € hors taxe, et de dire que les crédits nécessaires seront prévus au budget supplémentaire. Au budget, oui. Oh, supplémentaire, pourquoi supplémentaire? Je lis bêtement ce que me prépare Émilie. Donc au budget primitif et pas supplémentaire. Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Merci. Alors donc du coup, on a ajouté le fonds vert là, sur ces deux délibérations, puisqu'on a eu connaissance tout récemment des possibilités d'intervention du fonds vert sur l'année 2024 qu'on ignorait. Il y a des évolutions qui nous sont potentiellement favorables. Froidrue était au BS 2023. Mais c'est pour ça. Oui, mais du coup, maintenant, on le repasse en budget prévisionnel 2024 puisqu'on n'a rien lancé. Il n'y aura pas de reste à réaliser. Oui. Donc ensuite, autorisation de demande de subvention dans le cadre du contrat de territoire région, département et de l'État, donc concernant la création d'une piste d'athlétisme, donc autour de l'annexe 2 du complexe sportif Pierre-Roux, donc autour d'un des stades de football, qu'il nous faudra d'ailleurs pour un certain nombre de mois condamner, puisque ce stade a la mauvaise idée de ne pas être plat. Bon, ce qui ne pose pas plus de problèmes que ça aux footballeurs, visiblement, puisqu'ils s'y exercent régulièrement. Mais par rapport à une piste d'athlétisme qui, elle, doit être plate, je pense qu'on serait la risée de tout le monde si on avait la seule piste d'athlétisme avec un dénivelé potentiel. Donc du coup, il va nous falloir reprendre le terrain de football aussi et donc le rendre inutilisable pendant plusieurs mois. Donc on va devoir trouver des solutions avec nos petits camarades, nos collègues, nos voisins, pour pouvoir faire en sorte que nos footballeurs puissent pendant quelques mois s'entraîner. En vue d'avoir les meilleurs résultats possibles, comme ils l'ont démontré là encore récemment, bien évidemment.
Donc voilà, donc c'est un projet qui est chiffré aujourd'hui à 1 million d'euros hors taxe. Alors on a des mauvaises nouvelles côté terrain de football, qui n'étaient pas forcément prévues initialement. Par contre, donc des choix qu'on a fait après analyse, études et discussions avec les usagers potentiels sur la question des autres sports d'athlétisme susceptibles d'être pratiqués en extérieur, nous font que dans un premier temps, nous n'aurons pas besoin de faire les deux demi-lunes en fait de la piste d'athlétisme en tartan. On les laisserait en herbe et donc du coup on économise de ce fait 2 fois 70 000 euros sur le montant des travaux, ce qui n'est pas négligeable du tout. Et donc on laissera le temps faire son œuvre et l'éventuel club d'athlétisme qui pourrait voir le jour, donc voir quels aménagements seraient nécessaires. A priori, de toute façon, au mieux ou au pire, ça dépend comment on se place, mais en tous les cas, au maximum, une des deux lunes pourrait être utilisée pour d'autres activités de saut en hauteur ou à la perche, là, plus difficilement quand même. Et tout le reste pourrait être pratiqué de toute façon sans utilisation de l'autre demi-lune a priori. Mais autant ne pas trop investiguer des choses qui ne seront d'ailleurs derrière peut-être jamais utilisées, parce qu'on a vu sur le parc des sports Pierre-Roux qu'une partie des équipements qui étaient en place pour le saut en longueur, etc., n'étaient que très très faiblement utilisés. Donc du coup, autant laisser ça et puis laisser la capacité au club d'athlétisme et en lien avec les municipalités qui nous suivront de négocier éventuellement donc d'autres aménagements dans un deuxième temps. Voilà, il ne faut pas qu'on préjuge des besoins qui pourront naître. On ne sait pas s'il y aura un club, si le club fera plusieurs disciplines ou seulement la course à pied par exemple. Donc ça ne sert à rien de mettre des équipements qui ne serviraient à rien potentiellement et qui s'abîmeraient inutilement. Est-ce qu'il y a des questions sur cette piste d'athlétisme que beaucoup attendent avec impatience? Je le sais. Et moi le premier d'ailleurs, d'une certaine façon. Non, pas de questions? Eh bien écoutez, je vais vous proposer d'approuver le projet de travaux de construction d'une piste d'athlétisme au complexe sportif Pierre-Roux pour un montant prévisionnel de 1 million d'euros hors taxe, donc qui va être réajusté là, dans les semaines qui viennent, de m'autoriser à déposer une demande de subvention auprès de l'Agence nationale du sport, qui normalement a vocation à pouvoir aider ce type d'activité. Si l'Agence nationale du sport n'intervient pas ou pas suffisamment, l'État, au titre de la dotation d'équipement des territoires ruraux, DETR, ou de la DSIL, dotation de soutien à l'investissement local. La région, dans le cadre du contrat de territoire régional, donc sur le principe, la région a déjà marqué son intérêt puisque les scolaires et les lycéens notamment pourront en bénéficier, et le département encore davantage compte tenu du positionnement face au collège, donc dans le cadre du contrat départemental de territoire 2022-2026 de Cœur de Nacle. Sachant qu'on a déjà obtenu un fonds de concours de l'intercommunalité à hauteur de 100 000 euros sur ce projet. Voilà, et donc il faut dire également que les crédits nécessaires sont prévus au budget primitif. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Eh bien, voilà, j'espère qu'on pourra, au fin du printemps 2024, organiser une première course. Donc préparez-vous, entraînez-vous d'ici là. Alors ensuite, donc, on a une autorisation de signature toujours dans l'administration générale entre donc, les crèches municipales de Douvres-la-Délivrande et de Luc-sur-Mer. Donc il s'agissait de remettre à jour cette convention qui permet, c'est quand même non négligeable, c'est un service aujourd'hui pour les familles donc tout à fait important. Il est ouvert 51 semaines sur 52. Donc il y a peu de crèches municipales, je pense, qui sont ouvertes aussi longtemps, aussi souvent, au bénéfice des familles. Et ça, on le doit à la mutualisation que nous avons avec la commune de Luc-sur-Mer, qui nous permet donc d'avoir ce niveau de service. Et ça montre tout l'intérêt d'avoir des réflexions qui, sur certains cas, dépassent le cadre purement municipal. Donc, par rapport au projet qui vous avait été envoyé, on vous a renvoyé un projet modifié sur les sujets que nous avions vus, donc en qualifiant la commission qui va se réunir plus régulièrement de commission technique
qui va réunir donc les 2 DGS et puis les 2 directrices des crèches, et puis donc d'ajouter dans le texte de la convention également une réunion annuelle au minimum, donc qui associerait également les 2 maires adjoints, donc pour avoir un échange plus au niveau politique et peut-être de pouvoir discuter des conditions, non pas techniques, mais là stratégiques de fonctionnement, sachant qu'évidemment, si nous menons à bien, on attend toujours les éléments de la CAF sur le sujet, on ne sait toujours pas ce que la CAF a dans sa convention de gestion avec l'État. Et donc, nous, on envisage de faire grandir notre crèche potentiellement. Donc, ça veut dire que si on la fait grandir, les conditions d'échange, de localisation aussi de ces échanges, de cette mutualisation, vont devoir forcément potentiellement être revues. Parce qu'aujourd'hui, on fait en gros 1 fois sur 2, puisqu'on a des crèches qui ont des agréments très proches, très similaires. Demain, si nous, par exemple, on avait 10 places supplémentaires, comment on ferait pour aller loger tous les enfants donc, de notre crèche dans la crèche de Luc, si la crèche de Luc ne s'agrandissait pas, elle aussi, de son côté. Voilà. Donc, pour l'instant, tel que les 2 crèches sont organisées, cette convention donc, permet de fonctionner vraiment très bien, et il y a des collaborations entre les 2 directrices aussi qui fonctionnent très bien. Donc, on ne peut que s'en féliciter, au profit des familles et des enfants en particulier. Est-ce qu'il y a des questions sur cette convention ? Alors, je vais vous proposer d'approuver la convention de mutualisation des services des crèches municipales de Luc-sur-Mer et de Douvres-la-Délivrande, de m'autoriser à signer la convention de mutualisation des services des crèches municipales donc de nos 2 communes, et de dire que les arrêtés de mise à disposition des agents en fonction de l'organisation des regroupements seront rédigés. On recadre aussi, grâce à Émilie, donc, le fonctionnement de cette convention de façon à ce que tout soit bien au carré. Est-ce qu'il y a des votes contre ? Est-ce qu'il y a des abstentions ? Merci. Donc le conseil municipal de Luc doit délibérer dans les mêmes termes dans les jours qui viennent, je crois. Ensuite, donc, toujours une convention entre la commune et la société Juriadis. Donc Juriadis, c'est notre cabinet d'avocats. Et donc on vous propose de renouveler la convention compte tenu de la sagesse avec laquelle l'avocat a proposé d'augmenter les tarifs, puisque donc, il a proposé une augmentation faible d'un un peu plus de 2%, donc, qui est faible au regard notamment du nombre de fois où nous sommes maintenant obligés de le solliciter, puisque malheureusement les sujets de contentieux sont devenus monnaie courante. Et donc, du coup, ça nous coûte évidemment un peu plus, mais raisonnablement plus, pour pouvoir défendre les intérêts de la commune. Est-ce qu'il y a des questions sur cette convention ? Et on a un avocat qui nous défend bien, puisqu'il obtient quand même assez fréquemment satisfaction, et il nous conseille en amont de façon tout à fait pertinente. Parce qu'aujourd'hui, on n'a jamais eu, mais là encore moins qu'hier, le droit à quelque erreur que ce soit. Donc je vous propose d'approuver les termes de la convention d'assistance juridique à passer avec la SELARL Juriadis pour l'année 2024, de m'autoriser à signer cette convention donc, pour un montant annuel de prestation à hauteur de 8 004 € hors taxe, soit 9 604,80 € TTC. Est-ce qu'il y a des votes contre ? Est-ce qu'il y a des abstentions ? Eh bien, je vous remercie. Ensuite, comme nous l'avons fait l'année dernière, il s'agit de fixer le nombre de dimanches qui peuvent être travaillés sur l'ensemble de la journée. Donc l'année dernière, nous n'avions eu qu'une proposition émanant d'Hyper-U qui nous demandait 5 dimanches, plein, sachant qu'Hyper-U reste ouvert tous les dimanches matins déjà. Et donc, à côté de cette proposition d'Hyper-U, nous avons reçu également une proposition d'un groupement qui représente les garagistes, donc qui nous proposait 5 dimanches. Hyper-U s'étant positionné sur 12 dimanches. Donc, évidemment, nous avons demandé, et il l'a accepté bien volontiers, on lui a laissé le choix quand même, en dehors des jours qui étaient déjà ciblés par les garagistes, au PDG d'Hyper-U, de nous proposer donc les 7 dates complémentaires qui mènent à 12.
Et on a retenu donc en priorité les 5 dates des garagistes qui, eux, n'avaient pas rien demandé l'année dernière. Donc du coup, tous les dimanches qu'on vous propose sont une combinatoire entre les 5 dimanches donc, proposés par la profession des garagistes et les 7 dimanches, donc du coup 12 moins 5, proposés par Hyper U. Est-ce qu'il y a des questions sur le sujet? Donc, je suppose qu'ils ont bien réfléchi les uns et les autres avant de fixer ces dates. Donc, ce que je vous propose, puis l'année prochaine, si on avait d'autres demandes, je pense que là aussi, il faudrait retrouver un nouvel équilibre encore pour faire en sorte que toutes les professions qui sont susceptibles d'être demandeuses puissent être servies dans des conditions équitables. Donc, je vous propose d'autoriser pour l'année 2024 l'ouverture des dimanches, donc le dimanche 14 janvier, 17 mars, 7, 14, 28 avril, 5 mai, 16 juin, 15 septembre, 13 octobre et 8, 15 et 22 décembre 2024. Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Eh bien, merci. Souhaitons que ça leur réussisse en termes d'affaires, bien évidemment. Ensuite, donc, on a un point sur la garantie d'emprunt 81 logements ZAC de Auprès. Alors, par rapport à cette question qu'on vous proposait de mettre à l'ordre du jour, j'ai un souci, trois soucis même, 3 soucis en réalité. Un premier qui est que nous n'avons pas les éléments du prêt sur lequel on nous demande une garantie partielle. On n'a pas sa durée, on n'a pas son taux. Donc, c'est embêtant parce que on a eu un échange avec la Banque des Territoires qui prête aux organismes sociaux, aux bailleurs sociaux, et les prêts pour les bailleurs sociaux peuvent aller jusqu'à 80 ans. Ça veut dire que la garantie qu'on apporte en tant que commune, potentiellement, on l'accorde sur 80 ans. Donc, déjà, il faut qu'on y voit clair sur la durée du prêt. Ensuite, la question de la garantie des collectivités locales sur des prêts réalisés par la Caisse des dépôts directement, structure dépendant directement de l'État. Ça veut dire que nous garantissons des prêts pour le compte de l'État. Me paraît pas être une mesure forcément très satisfaisante dans la mesure où aujourd'hui, alors on est sur le volume global des prêts, on n'est plus à ce montant-là puisque un certain nombre de prêts ont commencé à se rembourser. Hein. Mais sur le volume global des prêts que nous avons garantis aujourd'hui, nous sommes à plus de 9 millions d'euros, c'est-à-dire 2 fois notre budget de fonctionnement. Alors, la Banque des Territoires nous rassure en nous disant que ça n'est jamais arrivé qu'un bailleur social donc, soit en incapacité de rembourser ses prêts, qu'il y ait des mécanismes qui pourraient jouer avant que notre garantie soit appelée. Néanmoins, ça peut marcher sur une durée courte, sur une échéance à court terme. Bon, effectivement, on peut considérer que le risque est faible. Quand on est sur des durées de 80 ans, qu'est-ce qu'on peut savoir de ce qui va se passer entre maintenant et dans 80 années? Donc, je pense que ce mécanisme, il est à revisiter de fond en comble. Et le troisième élément qui m'amène à vous proposer de décaler ce sujet à l'avenir pour avoir tous les éléments pour pouvoir décider, c'est que la commune de Saint-Comté a délibéré défavorablement récemment, je crois que c'est la première fois que ça arrive, sur l'octroi d'une garantie pour les prêts pour un bailleur social. Parce que le troisième sujet, c'est que non seulement on nous demande d'apporter des garanties, mais sans aucune contrepartie, c'est-à-dire que nous n'avons quasiment aucune lisibilité, en tous les cas au moment où on prend cette décision, sur combien de logements nous on pourra agir, combien de personnes on pourra aider à se loger sur la commune. Et donc, non seulement on nous demande de garantir un porteur indirect de projet qui s'appelle l'État, mais en plus sur des durées qui sont extrêmement longues et en plus sans contrepartie favorable pour la collectivité en matière d'accès au logement. Or, vous savez que nous,
une des stratégies qu'on a et une des raisons pour lesquelles on a déployé l'écoquartier, aujourd'hui, on a un sujet majeur qui est le rapprochement des lieux de travail et de domicile. On ne pourra pas faire venir toutes les entreprises dans lesquelles travaillent les personnes qui habitent Douvres aujourd'hui et qui travaillent sur Caen à Douvres. Ça, c'est pas possible. Par contre, ce qu'on peut faire plus facilement, parce que ce sont des personnes qui travaillent sur notre territoire et qui n'ont pas les moyens d'habiter notre territoire, c'est de flécher ces logements sociaux vers les personnes qui, justement, travaillent sur notre territoire et n'ont pas les moyens aujourd'hui de s'y loger, ce qui, d'abord, permettra pour les entreprises qui les embauchent de garantir de façon plus certaine, pas de certitude définitive, mais en tous les cas sur un plus long terme, le fait que ces gens-là vont rester fidèles à l'entreprise. Et aujourd'hui, pour les entreprises, trouver des salariés, c'est un problème. Et conserver des salariés, c'est un deuxième problème. Et puis, en matière de développement durable, je ne sais pas pourquoi, comment les organismes... excusez-moi. Donc, comment les organismes qui attribuent les logements sociaux, les différents acteurs, donc 1% logement, département, État, ne prennent pas davantage en compte le sujet du développement durable. C'est quand même plus intelligent d'octroyer, alors sous réserve que la personne corresponde aux critères, bien sûr, hein, mais vu le nombre de logements, aujourd'hui, nous avons plus de 800 demandes de logement social sur la commune. D'accord ? Donc je présuppose que sur ce nombre, on devrait trouver des gens qui vont correspondre aux critères qu'on vient d'évoquer. Donc il y a aussi à travailler sur le rôle, le positionnement des communes et de leur capacité d'agir pour le bien de leur territoire et de leurs habitants et de leurs entreprises. Voilà. Et aujourd'hui, on nous demande de garantir des choses sans aucune réelle contrepartie positive, en tous les cas, sur ces sujets-là, pour la commune. Donc, je vous fais la proposition, si vous en êtes d'accord, de ne pas délibérer aujourd'hui sur cette question. Vous acquiescez tous et toutes? Bon. Ok. Et après, j'espère que c'est un sujet qui va remonter de façon plus importante en quantité, en nombre, parce qu'aujourd'hui, c'est un vrai sujet pour nos territoires, parce que je parle pour Douvres, là, mais ça concerne globalement le problème, il est vrai, pour tous les territoires de Cœur de Nacre, en tous les cas pour une grande majorité des territoires de Cœur de Nacre, ceux qui sont susceptibles d'accueillir en tous les cas du logement social, et qui donc peinent à trouver des salariés qui puissent habiter à proximité. Il y a les saisonniers, bien sûr, mais il n'y a pas que les saisonniers. Il y a aussi toute une catégorie de personnes qui viennent tous les jours travailler sur notre territoire, mais qui n'y habitent pas parce qu'ils n'ont tout simplement pas les moyens d'y habiter. Donc ça, c'est un vrai sujet. Donc je vous propose qu'on repousse ultérieurement la discussion et une décision sur ce sujet. Et donc, en attente, je vous propose qu'on alerte officiellement le préfet, les organismes qui sont susceptibles de pouvoir agir, intervenir sur ces sujets. Le 1% logement. Le 1% logement, récemment, on a eu donc un logement qui s'est donc libéré. La personne qui était proposée par le 1% logement, c'est quelqu'un qui allait travailler à Dives-sur-Mer. Vous voyez ? Donc, vous voyez, Douvres, Dives, tous les jours. Hein. Je ne sais pas si vous voyez la facilité d'accès jusque là-bas. Donc, ça veut dire que quand même, la réflexion n'est pas poussée là où elle devrait être, dans la mesure où, pour cette personne et pour le bien collectif, en termes de bilan carbone notamment, c'est vraiment pas un fonctionnement qui est opérant aujourd'hui, quoi. En tous les cas, il faut mettre un coup de pied dans la fourmilière, là. Ok ? Donc après tout ça, on va parler d'argent. Sujet passionnant s'il en est. Non, mais je vais te passer celui-ci. Oh bah, t'inquiète, on va, tu vois. Ouais, mais si ça grésille, si ça marche, je te laisse faire. Sinon, oui. Je passe le mien. Parce qu'il ne m'appartient pas. Hein. Alors, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, c'est bon. Alors, concernant les tarifs, qui est donc le point 10 de notre ordre du jour d'aujourd'hui, donc les tarifs, il a été proposé de les réviser
Et la proposition a été faite et examinée et débattue en commission le 4 décembre dernier. Vous devez avoir, je pense, le compte-rendu sur table. Alors, parce que d'abord, ces tarifs n'ont pas été revus depuis très longtemps, plusieurs années. Ils étaient assez compliqués à exploiter, notamment en ce qui concerne les locations de salles. Ça marche pas. C'est peut-être encore des piles. Je te demandais est-ce qu'ils sont changés. Peut-être. Oui. Oui, là, ça marche mieux. Donc oui, je vous disais que les tarifs n'ayant pas été réactualisés depuis plusieurs années, et en plus étant d'une lecture assez complexe, puisque plusieurs cas de figure, en ce qui concerne notamment les locations de salles, les rendaient un petit peu compliqués à exprimer aux personnes intéressées. Il a été proposé de les revoir et nous en avons donc discuté lors de la commission finance le 4 décembre dernier. L'idée, c'était de ne pas toucher aux tarifs concernant, par exemple, les concessions de cimetières, l'occupation des sols, sur les terrasses, sur les places de marché, par exemple, mais surtout s'attarder sur les locations de salles. Le constat a été fait, c'est que nos salles se louent plutôt bien, que les tarifs qui étaient appliqués avaient 3 niveaux. Donc un niveau pour les Douvrais, un niveau pour les habitants de l'intercom et un niveau pour les extérieurs à l'intercom. Le constat qui a été fait, c'est que les salles sont louées essentiellement aux Douvrais et à quelques intercoms et pas du tout aux extérieurs. Donc c'était peut-être pas utile de garder 3 niveaux de tarifs et de se compliquer un petit peu l'existence. Donc nous les avons revus et nous avons profité notamment de cette révision pour réaugmenter un peu les tarifs. Donc vous avez dû en principe avoir les grilles pour ces tarifs. Et puis, ça nous permettait aussi de revoir un petit peu le fonctionnement, notamment d'occupation des salles vis-à-vis des associations. Puisque, par exemple, cette salle où nous sommes est mise à disposition des associations gratuitement. Donc, l'idée, c'était de réaffirmer le prêt gratuit aux associations. Et au départ, la salle était mise à disposition gratuitement une fois par an. Mais dans les faits, d'abord, il n'y a pas tant de demandes que ça. Et puis, c'est un peu compliqué, notamment pour les agents, de savoir qui a occupé la salle à quel moment. Donc, voilà. Donc, on s'est dit que, après tout, nos associations, chaque fois que la salle est disponible, bien évidemment, parce que de toute façon, il y a cette condition-là, pouvaient bénéficier de la salle de façon gratuite. La seule contribution qu'il aurait demandé, c'est une participation aux frais de nettoyage. Sachant que de toute façon les salles doivent être rendues propres, mais celle-ci étant en plus contiguë à la cantine scolaire, il faut qu'il y ait une attention particulière au ménage. Ça nous a permis aussi de créer un tarif pour la location de certaines salles, alors selon toujours leur disponibilité, et un tarif qui n'existait pas de façon contiguë sur plusieurs semaines, puisque notamment là il y a eu une demande et qu'il se peut qu'il y en ait d'autres, donc nous avions besoin de créer un tarif. Donc voilà ce que je peux vous dire sur les tarifs. Je ne sais pas si vous en avez pris connaissance et si vous avez des questions, des remarques. Non. Tout y va bene ? Parfait. C'est simple, je vais vous proposer de voter les tarifs communaux 2024 tels que présentés efficacement par Claire et donc annexés à la présente délibération qui vous ont été évidemment adressés aussi en invitation de ce conseil. Est-ce qu'il y a des votes contre ? Est-ce qu'il y a des abstentions ? Eh bien, merci. Ces tarifs s'appliqueront donc à compter du 1er janvier. Alors, je récupère le micro puisque nous allons parler maintenant de notre budget 2024. Alors, vous avez eu un exemplaire du budget. Vous avez dû avoir en principe une note de synthèse qui vous a été adressée avec la convocation.
Alors, je ne sais pas si vous avez reçu une autre note de synthèse, mais il y avait une petite coquille à corriger dessus, ce que je vais faire au cours de cet échange. Euh, donc, le budget 2000, alors, budget 2024, budget primitif 2024, et comme d'habitude, puisqu'il s'agit d'un budget primitif établi au moment où nous n'avons pas nos résultats et pas non plus connaissance des dotations et des montants qui nous seront affectés du fait notamment des impôts et des taxes. Mais bon, on peut faire des estimations quand même assez proches. Et c'est également un budget dont nous avons débattu en commission le 4 décembre dernier, avec l'ensemble des membres de la commission que je remercie d'y avoir porté un intérêt certain. Alors, si on reprend notre budget, vous avez donc sur la note de synthèse, je vais reprendre un petit peu les points principaux de la note de synthèse sans reprendre tout le détail. Donc sur la note de synthèse, il vous était précisé que le budget qu'on vous propose cette année, au global, s'élèverait donc à 9 412 675 €, détaillé pour une somme de 5 775 511 € pour la partie fonctionnement et 3 637 164 pour la partie investissement, puisque nous avons pu d'ores et déjà inscrire les grands projets dont Thierry vous a déjà parlé tout à l'heure. Donc sur la partie fonctionnement, sur le chapitre fonctionnement, donc nous avons des recettes estimées à 5 775 511 et des dépenses estimées à 5 464 195, ce qui nous fait un excédent de fonctionnement de 311 315 € que nous proposons d'ores et déjà prévoir de verser à la section d'investissement. Si on reprend cette partie, ce chapitre du fonctionnement, la section de fonctionnement, en ce qui concerne les recettes, alors je ne vais pas toutes les reprendre dans le détail, mais nous avons pu évaluer les principales recettes, notamment les produits des services que nous rendons, c'est-à-dire cantine scolaire, crèche, services périscolaires notamment, à hauteur de 422 000 €. Les impôts et taxes, alors qui ne sont pas les taxes foncières, qui ne sont pas la fiscalité, que nous pourrions donc percevoir seraient à hauteur de 559 859 €. Donc ça, c'est essentiellement ce que nous reverse l'Intercom. La fiscalité locale, donc ça c'est le produit de la taxe, des taxes foncières et des taxes d'habitation pour les personnes qui n'en sont pas exonérées, et notamment puisque vous savez que ça n'existe plus en taxe d'habitation pour l'habitation principale, ça concerne donc les résidences secondaires. Là, nous avons pu prévoir donc un montant global d'un tout petit peu moins de 2 800 000 €, sachant que nous n'avons pas encore la notification de la progression des bases qui sera décidée par la direction des impôts, générale des impôts, mais que nous avons estimé à 4,2%. Les dotations, concernant les dotations, donc la dotation globale de fonctionnement, nous avons pu l'estimer à 1 481 494, répartis donc selon les différentes dotations qui nous sont attribuées. Et puis d'autres participations, comme par exemple celle de la CAF pour le fonctionnement du centre social et tout ce qui concerne la jeunesse. L'autre source de revenus, de recettes, c'est la location de nos immeubles, donc notamment la gendarmerie, la poste, les quelques logements dont nous disposons. Et puis rentre aussi là-dedans la part des frais afférents aux tickets restaurants qui est demandée aux agents qui en bénéficient, l'ensemble des agents. Donc ce montant-là est estimé à 486 000 € pour 2024. Donc voilà pour les recettes de la section de fonctionnement. En ce qui concerne les dépenses, je ne vais pas toutes vous les détailler non plus, hein, mais on a donc estimé nos dépenses selon les augmentations qui sont prévisibles, notamment du fait de l'inflation ou du fait, en ce qui concerne les dépenses de personnel, sur les évolutions des rémunérations.
Nous avons donc prévu donc un montant de dépenses totales qui s'élève donc à 5 775 511 €, c'est précis. Donc, ce qui concerne les dépenses à caractère général, c'est-à-dire tout ce qu'on achète, hein, ou tout ce qu'on paye, une somme de 1 618 000 €, enfin 619 000 € est prévue. Les dépenses de personnel, donc pour un montant de 2 651 000. Alors là, sachant que nous avons déjà évoqué le fait qu'il y a eu une augmentation au 1er juillet dernier des rémunérations, et qu'il y a des points d'indice qui augmentent aussi au 1er janvier. Donc nous avons bien évidemment intégré dans cette évaluation. Le fonds de péréquation que nous reversons à l'intercommunalité a été réévalué, puisque en moyenne on constate qu'il augmente d'environ 15% par an. Donc on a fait une moyenne et on est parti sur cette base-là. Donc nous avons prévu une somme de 56 447 € qui sera bien évidemment à préciser lorsque nous en aurons le montant. Donc les charges de gestion courantes, c'est par exemple le syndicat départemental d'incendie, c'est le syndicat le SDEC, donc le syndicat d'électricité. Nous avons prévu une enveloppe de 765 740 €. Nous avons pu conserver un montant de subvention aux associations identique à celui de l'année dernière, et même relevé, puisque l'année dernière nous avions, au moment du BS, pris l'option de diminuer de 10 000 € le montant de l'enveloppe globale, donc passer de 165 000 à 155 000. Nous avons réinscrit 165 000 pour cette année. Le montant de la subvention versée au CCAS resterait identique, et inclut également le montant destiné à l'épicerie sociale, qui est maintenant en charge de gestion du CCAS. Alors les charges financières, ça, ce sont les charges d'intérêt des emprunts que nous avons en cours. Elles diminuent dans le sens où nous avons des emprunts qui se sont terminés en 2023. Nous avons, vous vous rappelez, fait un emprunt temporaire pour le temps de pouvoir récupérer le montant des subventions du cinéma, qui, bien évidemment, une fois qu'il sera remboursé, n'auront plus lieu d'être. Donc nous avons prévu un montant de 117 467 €, pardon, qui sera en diminution par rapport à 2023. Donc comme je vous le disais, la balance entre les dépenses et les recettes nous permettrait, si vous le votez, donc un versement immédiat à la section section d'investissement, de façon à pouvoir financer partiellement nos projets de 2024. Donc voilà pour la section de fonctionnement. Je ne sais pas si vous avez des questions sur cette première partie. Non. Alors, en ce qui concerne l'investissement, donc on va commencer par parler des recettes. Donc, les recettes attendues pour 2024 s'élèveraient à 3 637 164 €. Donc, nous avons ce virement de cette section de fonctionnement à la section d'investissement dont je viens de vous parler. Nous avons inscrit des cessions d'immobilier à hauteur de 1 140 000 €, notamment les locaux de la rue Abbé Belé pour 170 000. Le terrain où sera prévue les constructions pour l'intercom et la médiathèque à hauteur de 320 000 €. Le solde de l'autre partie de terrain, il nous reste 150 000 € à percevoir. Et puis la vente du gîte de la Baronnie à hauteur de 400 000 €. Pardon. Les autres recettes viendraient donc du fonds de compensation de la TVA à hauteur de 250 000 € pour 2024. Donc ça, c'est la récupération de la TVA réalisée sur les investissements 2023.
Un montant de taxes d'aménagement estimé à 110 000 euros. Et puis, le gros chapitre sur les subventions, hein, qu'on a évoqué déjà tout à l'heure, notamment lors des demandes d'autorisation de demande de subventions, pour la piste cyclable, pour la piste d'athlétisme, pour les travaux énergétiques de l'école Diane Fossé Petit, sur le cheminement du complexe sportif, et puis sur les travaux de Tailleville. Mais ça, c'est ce que nous avons déjà examiné tout à l'heure sur les points 2, 3, 4 et 5. Donc voilà pour les recettes. Et en ce qui concerne les investissements, donc les dépenses d'investissement, nous avons, comme je vous disais, donc, inscrit les principaux projets. Donc des études de réalisation à hauteur d'un petit peu moins de 12 000 euros. La part que nous verserions au SDEC concernant des travaux d'effacement rue de la Poterie, concernant les achats divers de matériel, d'équipement, de véhicules pour une somme totale de 2 350 000 euros. Et puis en détail, donc pour les investissements pistes d'athlétisme, donc Thierry vous l'a dit tout à l'heure, à hauteur de 1 million d'euros hors taxe, ce qui fait que nous prévoyons TTC à 1,2 million. Les travaux donc d'énergétique sur l'école pour 336 000 euros. Des travaux divers d'économie d'énergie, mais autres aussi pour les écoles à hauteur de 55 000 euros. Nous avons, dans le cadre de l'amélioration du cadre de vie, réinscrit un budget participatif à hauteur de 26 000 euros, des plus petits investissements, notamment sur les réparations ou remplacements d'aires de jeu pour les enfants, des abris vélos, etc. Et puis, donc, les travaux de voirie, on en a parlé, donc le cheminement du complexe sportif, les travaux Tailleville, les travaux d'accessibilité PMR qu'on inclut de toute façon toujours, on prévoit toujours une enveloppe puisqu'à chaque fois qu'on réalise des travaux, on inclut aussi la possibilité d'améliorer l'accessibilité. Un plan concernant les équipements, enfin les pistes cyclables, où nous avons prévu, alors là c'est un plan pluriannuel, nous avons prévu d'inscrire une enveloppe de 100 000 euros sur les 3 prochaines années. Et puis, sur les dépenses, nous avons bien évidemment aussi les remboursements des emprunts en cours à prévoir. Donc voilà, dans les grandes lignes, le contenu de ce budget primitif qui sera bien évidemment, comme d'habitude, complété au printemps lorsque nous aurons les résultats de 2023 et les dotations. Et puis les entrées de fiscalité. Avez-vous des questions sur cette partie investissement? Ils sont abasourdis. Donc, bon, vous aurez noté que l'équilibre du budget, il tient dans voilà, un certain nombre de travaux qui sont tous de toute façon importants, mais dans la capacité d'aller chercher des recettes par des cessions qui sinon nous obligeraient à réemprunter et la période évidemment est particulièrement peu propice pour emprunter en ce moment. Voilà. Donc du coup, le choix effectivement qui avait déjà été vu dans des conseils municipaux précédents vise effectivement à aller plutôt se défaire d'un certain nombre de fonciers ou de constructions dont nous n'avons pas des recettes, en tous les cas à la hauteur de ce que nous pouvions espérer, de manière à pouvoir effectivement financer les investissements qui sont prévus. Voilà. Les taux d'intérêt auraient été à 0,5% comme à une époque où 8%, on aurait pu procéder peut-être autrement, mais là aujourd'hui ce serait endetté de façon inutile en plus la commune. Tout à l'heure, je suis désolé, hein, j'ai été obligé de répondre au téléphone. C'était pas parce que le sujet abordé par Claire ne m'intéressait pas, mais il y avait une grosse fuite d'eau dans le nouveau restaurant, dans le nouveau chantier, donc il fallait régler la question de façon prioritaire. Les maires MAIRE doivent, comme les maires MERE, savoir faire deux choses en même temps, toujours.
Est-ce qu'il y a des questions du coup sur le budget? Pas de questions, pas d'observations, tout est clair, tout est net. Eh bien écoutez, je vais vous proposer d'adopter ce budget primitif 2024. Donc on va commencer par la section fonctionnement, on va voter par section. Section fonctionnement donc, qui s'équilibre à un montant de 5 775 511 euros. Qui vote contre? Qui s'abstient? Eh bien je vous remercie. Et donc en section d'investissement qui s'équilibre aussi, hein, puisque contrairement à notre État, nous devons équilibrer nos budgets et pas par la dette. Donc, section d'investissement qui s'équilibre à 3 637 164 euros en recettes comme en dépenses, évidemment. Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Et donc, par la même occasion, m'autoriser à effectuer toutes les démarches rendues nécessaires par l'application de cette délibération. Je vous en remercie. Alors ensuite, on a 2 avances sur subvention à voter. Alors pour un même sujet, mais 2 associations, puisque le club de football, dont nous pouvons saluer les résultats brillants en Coupe de France, en attendant peut-être des décisions qui pourraient leur être favorables et qui pourraient leur permettre de passer au moins un tour supplémentaire, mais apparemment les choses sont pas forcément... en tous les cas certaines dans ce sens. Mais quoi qu'il en soit, le parcours a été plus qu'honorable jusqu'à présent. Et le club donc, a distingué la partie des parties sportives seniors, donc Association Jeunesse donc, de Douvres, JSD, et l'école de football, voilà exactement, donc, qui forme des jeunes et dont on peut d'ailleurs regretter que davantage ne soient pas insérés dans les équipes seniors, dans l'équipe senior phare. L'intérêt, c'est quand même que l'école de football, comme l'école de basket, comme l'école de handball, puisse nourrir justement les équipes Fagnon. C'est quand même le sens des choses. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est justement l'appui principalement à cette vocation d'éducation que les clubs sportifs ont. Mais évidemment, ça prend du sens si au bout, les jeunes, au-delà du fait d'aller acquérir des réflexes de vie en commun qui leur serviront dans leur vie de citoyen demain, puissent aussi pratiquer à un niveau suffisamment élevé. Et c'est important que les clubs de sport donc, montrent aux jeunes qu'ils encadrent dans les écoles de jeunes qu'ils ont une espérance de jouer dans l'équipe Fagnon. Ça me paraît, les deux sont complémentaires. Bon, néanmoins, donc, félicitations pour les résultats de l'association JSD, sachant que les résultats sont aussi très bons pour l'association JSVD, donc Douvres Cœur de Nacre, qui donc accueille beaucoup d'enfants et qui donc voilà, joue un rôle important et attractif. Parce que les clubs de sport et de football en particulier ont de plus en plus de mal à avoir des jeunes en nombre suffisant pour pouvoir même réaliser des équipes complètes. Hein. Donc nous, on n'a pas ce problème-là ici sur Douvres, parce que le club est suffisamment attractif autour de la commune pour pouvoir le permettre. Et donc, voilà, donc il ne s'agit pas là, évidemment de subventionner de façon spécifique, il s'agit de voter pour une avance sur subvention, puisque comme ils ont des éducateurs, qu'ils ont des frais de personnel, le début d'année est toujours voilà, un moment où on doit payer les charges sociales, notamment sur l'exercice, la fin d'exercice précédente. Et donc, les associations ont toujours un besoin de trésorerie, donc, qui leur permet de passer les premiers mois de l'année sans difficulté. Voilà, donc, pas de questions sur le sujet. On le fait tous les ans pour la JSD, JSVD. Donc, je vous propose donc de décider de verser à l'association Jeunesse Sportive de Douvres, Cœur de Nacre, au titre de la subvention 2024, une avance sur subvention de 7 000 euros, de dire que les crédits sont prévus au budget. Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Eh bien, merci pour eux. Et puis donc de décider de la même façon de verser à l'association Jeunesse Sportive de Douvres, au titre de la subvention 2024, une avance sur subvention de 4 000 euros et de dire que les crédits sont prévus au budget. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Eh bien, merci. Alors,
Nous passons à la rubrique ressources humaines avec donc la proposition de création de postes qui sont souvent des postes qui existent déjà et qu'il faut pérenniser dans le temps. Le premier poste, donc, c'est un poste d'adjoint technique au service bâtiment, donc à compter du 14 février à temps complet. Là, il s'agit d'aller vers la fonctionnalisation de notre agent des services techniques, service bâtiment, donc qui va devoir passer par une première année de stagiairisation. Donc à compter du 14 février 2024, il sera stagiaire et au bout d'un an, si le stage s'est bien déroulé, on n'a aucune raison à ce stade de penser que ce sera le contraire. Donc il pourra intégrer la fonction publique territoriale et on peut se féliciter d'avoir cet agent aux côtés de Jennifer qui donc forme un binôme tout à fait efficace pour l'entretien et les interventions à réaliser dans nos différents bâtiments et qui sont nombreux aujourd'hui. Donc si vous en êtes d'accord, si vous n'y voyez pas d'inconvénient, je vous propose de décider la création d'un emploi d'adjoint technique à temps complet au service des bâtiments à compter du 14 février 2024, de dire que les crédits nécessaires à la rémunération en charge de l'agent nommé sont inscrits au budget au chapitre 012 et de modifier ainsi le tableau des effectifs. Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Eh bien, je vous remercie. Ensuite, donc, nous avons le renouvellement d'un agent contractuel donc, à qui on aurait pu proposer le même chemin, sauf que son responsable de service, pour l'instant, pense qu'il a encore quelques preuves à faire avant que, effectivement, nous ne lui proposions un engagement plus définitif. Et là, donc, on propose de renouveler un contrat à durée déterminée pour accroissement saisonnier d'activité de 6 mois à compter du 1er janvier, donc jusqu'au 30 juin. Pas de questions? Eh bien, je vous propose donc de décider le recrutement d'un agent contractuel dans le grade d'adjoint technique au service des espaces verts pour faire face à un besoin lié à un accroissement saisonnier d'activité pour une période de 6 mois du 1er janvier 2024 au 30 juin 2024 à temps complet. De dire que la rémunération de l'agent sera calculée par référence à l'indice brut du grade de recrutement premier échelon, que les crédits correspondants nécessaires à la rémunération aux charges de l'agent sont inscrits au budget chapitre 012 aussi, de modifier le tableau des effectifs et de m'autoriser à signer tout document relatif au recrutement précité et notamment le contrat, parce que là il s'agit d'un contrat. Qui vote contre? Qui s'abstient? Eh bien, merci pour lui, et donc en espérant que tout ça se concrétise par quelque chose de plus durable. Ensuite, donc, nous avons le renouvellement d'un agent contractuel que nous ne pouvons recruter que dans ce cadre-là, du fait de son ancien statut de fonctionnaire d'État. Donc, un agent de la crèche, donc à temps non complet, à 17h50, donc à mi-temps, et qui donc nous fait profiter de la grande expérience qu'elle a accumulée depuis de nombreuses années, qui donc peut, dans ce cadre, cumuler donc sa retraite de fonctionnaire d'État et donc un poste au sein de notre crèche. Donc si vous en êtes d'accord, je vous propose de décider le recrutement d'un agent contractuel dans le grade d'auxiliaire de puériculture de classe normale à la crèche pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d'activité du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024, à temps non complet, donc 17h50 sur 35. De préciser que la rémunération de l'agent sera calculée par référence à un indice brut du grade de recrutement, troisième échelon, de dire que les crédits correspondants sont inscrits au budget, de modifier le tableau des effectifs et, là aussi, de m'autoriser à signer tout document relatif au recrutement précité, notamment le contrat. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Merci, ça nous aurait embêté pour le fonctionnement de la crèche et de la mutualisation qu'on vient d'évoquer tout à l'heure. Alors ensuite, donc, il s'agit de récompenser le professionnalisme, le sérieux, la rigueur du policier municipal que nous avons recruté récemment, et donc de modifier en ce sens donc, le régime indemnitaire. Ça ne change pas fondamentalement grand-chose sur le plan pécunier, mais c'est important de reconnaître sa qualification et de lui permettre, pour ce qui concerne l'indemnité d'administration et de technicité, de l'amener au niveau supérieur, ce qui veut dire qu'il ne pourra plus aller au-delà ensuite. Mais on a considéré qu'il était
largement au niveau pour pouvoir être reconnu dans ce grade. Et on se félicite donc tous les jours du recrutement que nous avons fait. Et je pense que les usagers, en tous les cas, on a beaucoup de retours très, 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 très positifs des usagers, puisqu'il a le discernement que tout le policier municipal est censé avoir pour pouvoir à la manipuler de façon adroite la prévention et la sanction, parce qu'il y a un moment, il faut aussi savoir marquer les choses. Et donc, il a toute le tact, il a tout le tact et toute l'expérience qui va bien pour pouvoir mener à bien ces deux fonctions complémentaires. Pas de questions ? Eh bien, je vous propose de modifier le versement de l'indemnité d'administration et technicité qui se fera mensuellement, et donc pour l'amener au niveau 8, de préciser que l'ensemble des modalités d'attribution et de suspension seront maintenues et que les crédits sont inscrits au budget. Est-ce qu'il y a des votes contre ? Des abstentions ? Eh bien, merci pour lui, qui, encore une fois, le mérite pleinement. Donc, nous allons maintenant délibérer sur 2 des ventes qui vont nous permettre d'engager les dépenses d'investissement que nous avons décidées précédemment dans le cadre du budget primitif. Donc, il s'agit du terrain à K50 rue Abbé Bellé, donc qui est le terrain qui aujourd'hui reçoit donc les anciennes classes de catéchisme qui ont servi longtemps lorsque le père Georgeot notamment habitait juste à côté. Pour pouvoir enseigner le catéchisme sur la commune, sachant que depuis très longtemps, ces cours sont plutôt donnés à la Maison des Pères, donc à côté de la basilique, et que donc ce bâtiment, nous l'avions fait expertiser et nous avions essayé de voir de quelle manière on pouvait le réutiliser, le réemployer, faire en sorte qu'on puisse y faire quelque chose concrètement. Tous les avis qu'on a obtenus nous ont laissé entendre que ça nous emmènerait dans des frais très importants compte tenu de l'état de vétusté du dit bâtiment. Donc, du coup, nous avions décidé de procéder à la vente du terrain. Nous avons lancé un appel à projet. Nous avons eu peu de réponses. Nous avons eu un premier appel à projet sur lequel nous avions eu 2 réponses, dont une réponse qui, sur le plan esthétique déjà, et puis sur le plan du fonctionnement du projet et du site, ne nous allait pas. Puis finalement, le porteur de projet que nous avions, avec lequel nous avions commencé à travailler s'est dédié et s'est retiré, étant donné que, évidemment, le terrain est compliqué, il n'est pas plat, il n'est pas accessible forcément facilement, y compris pour les travaux. Et donc, nous n'avions pas de solution alternative. Nous avons donc relancé une nouvelle consultation à laquelle donc, on a eu une réponse qui nous a satisfait. Alors, avec dans un premier temps un projet sur 5 logements qui ensuite donc a été réduit à 3 logements et qui finalement finit à 4 logements. Donc de manière à pouvoir avoir, je dirais, ce qu'on souhaitait sur ce projet, puisque ça se trouve à l'angle de 2 rues. Donc quelque chose qui urbanistiquement va marquer la fermeture de la place donc derrière la mairie, et qui va donc apporter un élément esthétique positif sur cet espace qui aujourd'hui est totalement inutilisé. Et donc, du coup, oui, il va donner du sens au mot place qui se trouve à cet endroit. Mais, donc, du coup, les discussions nous ont amené, compte tenu des différentes évolutions, puisqu'évidemment, plus on met de maisons sur un même terrain, plus la personne qui le réalise peut acheter ce terrain à un prix plus important. Donc, c'est un terrain qui fait autour de 900 mètres carrés. Le prix que nous avons obtenu donc, pour ce terrain, pour donc, au final moins de maisons, donc, se situe à hauteur de 170 000 € net vendeur, compte tenu donc des frais notamment de démolition de l'ancienne salle paroissiale qui reste à la charge
de l'acheteur, sachant que donc, ces frais sont non négligeables, mais il paraissait plus prudent de procéder comme ça, de façon à ce qu'on n'ait pas, nous, à traiter cette question et qu'ensuite la construction se fasse. Il était utile et prudent de faire en sorte que, quel que soit l'acquéreur d'ailleurs, la démolition du bâtiment, qui est quand même très proche et qui jouxte à certains endroits l'ancien presbytère, qui est habité aujourd'hui, hein, que nous avions vendu il y a déjà quelques années, ça doit faire 2 ans. Donc ne pose pas de difficultés particulières. En tous les cas, qu'on n'entre pas dans les potentielles difficultés que nous pourrions avoir. Donc voilà. Donc on vous propose aujourd'hui donc de concrétiser cette vente, voilà, dans le sens de ce qu'on évoquait tout à l'heure sur le plan budgétaire. Donc c'est un des éléments, c'est pas l'élément qui permet à lui tout seul de régler la question, mais c'est par l'accumulation de ces sujets que nous pouvons donc autofinancer les investissements que nous avons prévus pour ce budget primitif. Est-ce qu'il y a des questions sur le sujet? Bon, c'est un sujet qu'on a débattu en commission et qu'on a déjà un certain nombre de fois et qui a donc évolué, y compris sur le plan esthétique et qualité des matériaux, même plutôt dans le bon sens au final. Donc je vais vous proposer de voter, d'autoriser la cession de la parcelle cadastrée AK50, donc pour un montant de 170 000 € net vendeur, hein, ça veut dire que les frais de notaire, etc. sont à la charge de l'acheteur. Hein. Démolition de l'ancienne salle paroissiale à la charge de l'acheteur. De m'autoriser à effectuer l'ensemble des démarches nécessaires à la cession de la parcelle et signer les actes afférents, notamment notariés évidemment, et de préciser, en complément, que les frais d'acte restent évidemment à la charge de l'acheteur. Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Donc toi et ton pouvoir, hein, Rafa. D'accord, Alain, d'accord, ok. Puisqu'on précise hein, les abstentions maintenant. Ok. Eh bien, et Patrick, oui, pardon. Je détiens le pouvoir de Patrick Maros et Patrick Maros ne prend pas part au vote. Ça marche, donc on a une personne qui ne prend pas part au vote et 2 abstentions. Ok, parfait. Ensuite, donc le gîte de la Baronnie. Alors, vous savez qu'on avait envisagé dans un premier temps de lancer la vente par un système d'enchères. En creusant un peu le sujet des systèmes d'enchères, donc le système d'enchères avait prévu un prix de départ à 170 000 €, je crois. 170 000 € pour le gîte de la Baronnie, donc, qui se situe sur un terrain de 820 mètres carrés, que nous avons réhabilité, parce que c'était un bâtiment qui était dans un triste état lorsqu'on l'a pris, hein, et qui a été remis à la fois esthétiquement et en aménagement, puisqu'on a dû refaire toute l'électricité, toute la plomberie, l'isolation, etc. Bon, sachant que nous avions fixé, nous, au niveau du conseil municipal, un prix potentiel de vente à 400 000 €, passer de 170 000 € prix de base à 400 000 €, ça ne nous est pas paru totalement évident. Et donc, si nous ne contractualisions pas la vente au prix de la meilleure offre, donc supposons que par exemple la meilleure offre soit qu'à 300 000 €, si on se dédisait de la vente, on avait des frais à verser donc, à la structure qui doit réaliser ces ventes aux enchères, très importants. Donc on n'a pas voulu prendre ce risque et on avait redécidé finalement de confier au notaire le soin de pouvoir commercialiser ce bien à un prix de 400 000 €, prix que nous avions fixé. Donc on ne savait pas si on aurait des acquéreurs potentiels à ce prix. Et donc on a eu une proposition d'un acquéreur à un prix légèrement inférieur, hein, à 380 000 €. On n'a pas lâché sur les 400 000 € dans la mesure où c'était le prix qui avait été convenu par le conseil municipal. Donc, moi, je ne fais que représenter les décisions prises par le conseil municipal et on a fait savoir à l'acheteur et au notaire qu'on avait
un engagement à cette hauteur. Et donc, après renégociation, eh bien, le prix de vente a finalement été accepté par l'acquéreur à hauteur de 400 000 euros. Voilà, donc du coup, on est exactement dans les termes que nous avions fixés. Alors, peut-être on aurait pu gagner davantage avec, en jouant le jeu de la vente aux enchères, mais le risque était grand aussi qu'on perde davantage. Donc, du coup, on est normand, on est prudent, mieux vaut tenir que courir. 400 000 euros par rapport au bâtiment, à la conjoncture actuelle de l'immobilier qui n'est pas facile du tout. C'est un prix qui est tout à fait réaliste et tout à fait raisonnable. Donc, on va vous proposer donc, du coup de valider à la hauteur que nous avions fixée cette vente. Donc, ce sont des personnes qui viennent de l'extérieur du département, qui viennent pour habiter sur notre belle commune. Est-ce qu'il y a des questions sur le sujet ? Donc, je vais vous proposer d'approuver les conditions de cession du gîte de la Baronnie, parcelle AK003, au prix de 400 000 euros net vendeur, de préciser que tous les frais d'acte sont également à la charge de l'acquéreur. Donc, c'est bien 400 000 euros qui rentreront dans les caisses de la commune. Est-ce qu'il y a des votes contre ? Est-ce qu'il y a des abstentions ? Eh bien, merci. Alors, dernier point de l'ordre du jour, il va nous falloir dénommer les rues de la ZAC des Hauts-Prés pour la phase 3. Donc, on n'a pas un plan suffisamment précis encore pour pouvoir nommer précisément ces rues. Ce que je vous propose, et ça nous permettra, avant le prochain conseil municipal, de pouvoir, chacun dans son coin, il ne faut pas hésiter à remonter les idées, donc de proposer des noms de rues. Alors ce qu'on vous propose, c'est de le faire en relation avec la thématique du débarquement, puisque cette phase va se trouver proche du musée Radar, dans la direction du musée Radar, et donc le lien avec le débarquement est assez naturel, assez évident. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on retienne cette thématique pour l'instant, et puis qu'on vous laisse nous faire toutes les propositions que votre imagination ne manquera pas fertile, ne manquera pas d'imaginer. Donc, on vous précisera, enfin, n'hésitez pas d'ailleurs du coup à envoyer, parce qu'on ne sait pas encore exactement combien de rues nous aurons exactement. Donc n'hésitez pas, ne vous bridez pas dans la capacité de création et d'idées. Donc n'hésitez pas à nous faire remonter en vue du prochain conseil municipal les noms de rues. À la limite, plus on aura de noms de rues, plus on sera en capacité de choisir celles qui nous conviennent le mieux. Et ça, on pourra le faire donc au prochain conseil municipal. Ça va tout le monde ? Eh bien, c'est parfait. Donc sur ce... Nous avons vu tous les éléments du conseil municipal qui étaient à l'ordre du jour. En questions diverses, on vous a adressé les dates des prochains conseils municipaux pour 2024. Je rappelle à votre attention l'intérêt et l'importance de faire le maximum, mais ce n'est pas vous que je devrais le dire, on est d'accord ? Mais je le dis à la cantonade, j'espère que des oreilles vont siffler. Donc l'importance d'être présent sur ces conseils. Même si les membres du conseil sont présents dans les commissions, ne sont pas non plus sans information sur les décisions qu'on prend en conseil, mais il ne faudrait pas qu'un jour on se retrouve avec un quorum insuffisant et par exemple l'incapacité, on a pris des décisions là, importantes pour des personnes à qui on renouvelle les contrats, sans quorum on serait dans l'impossibilité de prendre cette décision. Sans quorum on serait dans l'impossibilité de voter le budget primitif. Donc voilà, il faut qu'on fasse tous les efforts nécessaires pour être au maximum du possible présent. Chacun, individuellement, toutes les raisons sont bonnes, mais le cumul des situations individuelles provoque une situation collective qui peut être compliquée à terme. Voilà, donc merci à vous en tous les cas d'avoir fait, non pas l'effort, mais le choix d'être présent ce soir. Donc sur juste les questions diverses,
peut-être vous donner un mot sur Batimétal, qui est un sujet quand même important. C'est une entreprise qui a toujours encore 130 à 140 salariés en CDI. Donc l'établissement public foncier de Normandie a bien acquis et a bien payé à Batimétal le prix du foncier. Nous sommes en situation, normalement, si tout se passe bien, parce que c'est un dossier sur lequel les rebondissements sont potentiellement importants. Normalement, tout devrait se passer correctement. On devrait signer vendredi le bail. Donc, un bail qu'on va signer de façon tripartite entre l'intercommunalité, le PFN et Batimétal. C'est l'intercommunalité qui aura la gestion du bail, gestion qu'elle va sous-traiter à un opérateur qu'on a choisi, qui est la Schéma, donc qui va se charger du suivi. C'est davantage leur métier, bien évidemment, que le nôtre. Et donc, il est prévu que dès le début d'année 2024, puisqu'à ma grande surprise positive, donc nos interlocuteurs chez Batimétal nous ont demandé à ce qu'on se réunisse en début d'année 2024 pour commencer à travailler sur le déménagement de l'entreprise. Donc sujet qu'on pensait plus éloigné que ça de leur perspective. Et donc voilà, ça donne en tous les cas une raison supplémentaire à notre décision d'avoir préempté ce bien pour pouvoir avoir au moins des clés pour pouvoir agir donc en vue d'un déménagement, d'une amélioration des conditions de travail des salariés et d'une meilleure productivité de l'entreprise Batimétal pour, si possible, c'est notre objectif, la maintenir sur du long terme. Et si ce n'était pas le cas, de toute façon, ce foncier, il faudra qu'on décide de le reconvertir à autre chose, puisque une entreprise industrielle est évidemment pas bien placée, positionnée géographiquement à cet endroit. Voilà. Est-ce que de votre côté, vous avez des infos Alors, nous avons eu le plaisir de voir une nouvelle boulangerie arriver pour remplacer la boulangerie, la basilique de Madame Bissonnet, Monsieur et Madame Bissonnet. Et donc, nous travaillons avec ces porteurs de projets sur un point de vente sur Saint-Rémy, potentiellement. Et puis, donc, nous avons reçu récemment également 2 jeunes audioprothésistes qui vont s'installer à l'endroit où était l'agence immobilière ERA. Voilà, donc en plein centre-ville, et 2 jeunes audioprothésistes qui sont pleins de valeurs intéressantes et qui vont apporter leur dynamique et leur savoir-faire au centre-ville. Voilà, sur les dernières infos. Et puis donc vous avez vu que le chantier de Terre et Mer était parti, enfin. Et tellement bien qu'effectivement ils ont percé un tuyau en intervenant. Bon bref. On l'a suffisamment attendu pour ne pas s'en plaindre. Pas d'informations à divulguer, à passer. Bien, je vais vous remercier. Je vais remercier également la presse. Je vais remercier aussi les personnes qui nous ont suivis à distance et en profiter pour vous souhaiter et leur souhaiter de très belles fêtes de fin d'année.